Visualise ce que tu veux. Ressens-le comme si c'était déjà là, et l'univers te l'apportera. Tu as sûrement entendu ça des dizaines de fois, dans des livres, dans des vidéos, dans des podcasts, de la bouche de gens qui te promettent que la clé du bonheur, de la richesse, de l'amour, c'est simplement de penser positif. Peut-être que tu as essayé. Tu t'es assis, tu as fermé les yeux, tu as visualisé la voiture, l'appartement, le compte en banque, la relation parfaite. Tu as ressenti, tu as cru, tu as attendu, et rien n'est venu. Ou pire, le contraire est arrivé. Les choses ont empiré. Et en plus de la déception, tu t'es retrouvé avec la culpabilité. Si ça n'a pas marché, c'est que tu n'as pas assez cru, pas assez visualisé, pas été assez positif. C'est de ta faute. C'est ça le mensonge. Pas que la loi d'attraction n'existe pas, mais que ce qu'on t'en a raconté est une version déformée, simplifiée, commercialisée d'une vérité beaucoup plus profonde et beaucoup plus exigeante. Aujourd'hui, on va déconstruire ce mensonge. Pas pour tout jeter à la poubelle, mais pour retrouver ce qui est vrai là-dessous, ce qui fonctionne vraiment et ce que personne ne te dit parce que c'est moins vendeur. Dans cette enquête, on va explorer 3 pistes. La première est une autopsie. D'où vient cette version populaire de la loi d'attraction ? Comment une idée spirituelle ancienne est devenue un produit marketing toxique ? La deuxième est une excavation. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça ? Quelle est la vraie mécanique derrière l'idée que nos pensées influencent notre réalité ? La troisième est une reconstruction. Comment utiliser ces principes de manière saine, réaliste et efficace, sans tomber dans la pensée magique, ni dans le cynisme total ? Je te préviens. Cette enquête va probablement bousculer des choses que tu croyais. Que tu sois un fervent adepte de la loi d'attraction ou un sceptique convaincu. Parce que la vérité, comme souvent, est quelque part entre les deux. Commençons par le commencement. La loi d'attraction, dans sa version moderne, a explosé en 2006 avec le film et le livre The Secret. Tu te souviens peut-être du phénomène. Des millions d'exemplaires vendus. Oprah qui en parle. Des gens partout qui se mettent à visualiser des chèques et des places de parking. Le message était simple. Tes pensées émettent une fréquence. L'univers répond à cette fréquence en t'envoyant des choses de même nature. Pense positif, attire du positif. Pense négatif, attire du négatif. Simple, séduisant et terriblement problématique. Parce que cette version omet tellement de choses qu'elle en devient dangereuse. Elle omet que les gens qui souffrent ne sont pas responsables de leur souffrance par leurs pensées négatives. Elle omet que les inégalités sociales, économiques, systémiques existent et ne disparaissent pas en visualisant fort. Elle omet que l'action est indispensable, pas optionnelle. Elle omet que certaines choses ne sont tout simplement pas sous notre contrôle, peu importe à quel point on les désire. J'ai reçu des témoignages qui montrent les dégâts. J'ai passé des années à me culpabiliser quand les choses allaient mal. Je me disais que j'avais dû penser quelque chose de négatif. Mon fils est tombé malade. Et quelqu'un m'a dit que c'était parce que j'avais attiré ça avec mes peurs. Je ne m'en suis jamais remis. J'ai arrêté de prendre des actions concrètes parce qu'on m'avait dit que visualiser suffisait. J'ai perdu des années. Ces témoignages ne sont pas rares, ils sont légion. La version commerciale de la loi d'attraction a fait des dégâts réels dans des villes réelles. Mais voilà le paradoxe. Quelque chose dans cette idée résonne. Des millions de personnes ont senti qu'il y avait une vérité là-dedans. Et ils avaient raison. Mais la vérité a été enterrée sous des couches de simplification et de marketing. Il est temps de creuser. Premier indice, comprendre d'où vient cette idée et comment elle a été déformée. L'idée que les pensées influencent la réalité n'est pas nouvelle. Elle n'a pas été inventée par un marketeur américain du XXIe siècle. Elle existe depuis des millénaires, dans presque toutes les traditions spirituelles du monde. Les textes hindous parlent de sankalpa, l'intention consciente qui façonne l'expérience. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est au cœur de toute création. Ce que nous pensons, nous le devenons. Les traditions hermétiques occidentales ont cette formule. Comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Les mystiques chrétiens parlaient de la puissance de la foi et de la prière. Toutes ces traditions reconnaissent un lien entre le monde intérieur
et le monde extérieur, entre la conscience et la matière. Mais elles reconnaissent aussi quelque chose que la version moderne a oublié. Elles reconnaissent la complexité, le karma, l'interdépendance, les forces qui nous dépassent. Elles ne promettent pas de voitures de luxe à qui visualise assez fort. Que s'est-il passé ? Au XIXe siècle, aux États-Unis, un mouvement appelé New Thought a émergé. L'idée centrale était que l'esprit peut guérir le corps et influencer les circonstances. C'était radical pour l'époque, et ça contenait des vérités importantes sur le pouvoir de la pensée. Mais progressivement, au XXe siècle, ces idées ont été simplifiées, commercialisées, transformées en formules vendables. Et avec The Secret, on a atteint le sommet de cette simplification. Une idée profonde et nuancée a été réduite à une formule magique. Visualise et reçois. Pourquoi ça a marché commercialement ? Parce que c'est exactement ce que les gens veulent entendre, que la solution est simple, que le succès est accessible sans effort, qu'ils ont un pouvoir total sur leur vie. C'est séduisant. Et c'est un mensonge, pas un mensonge total, un demi-mensonge, ce qui est pire parce que c'est plus difficile à détecter. Deuxième indice, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça ? Parce qu'il y a quelque chose de vrai. Sinon, l'idée n'aurait pas résonné avec autant de gens. Décortiquons. Première vérité, l'attention façonne la perception. Ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'importance dans ton expérience. Si tu passes ta journée à chercher ce qui ne va pas, tu trouveras ce qui ne va pas. Si tu cherches ce qui va bien, tu trouveras ce qui va bien. Ce n'est pas de la magie. C'est de la psychologie cognitive. Le cerveau filtre des millions d'informations par seconde. Il ne garde que ce qui correspond à tes filtres, à tes attentes, à tes croyances. Quelqu'un de convaincu qu'il n'a pas de chance va remarquer chaque malchance et ignorer chaque coup de chance, et ainsi confirmer sa croyance. C'est le biais de confirmation, et c'est réel. Donc oui, en changeant ton focus mental, tu changes ton expérience, pas en changeant magiquement la réalité, en changeant ce que tu perçois de cette réalité. Deuxième vérité, les croyances influencent les comportements. Si tu crois profondément que tu vas réussir, tu agis différemment que si tu crois que tu vas échouer. Tu prends plus de risques, tu persévères plus longtemps, tu saisis des opportunités que tu aurais autrement ignorées. Ce n'est pas que l'univers te récompense pour ta foi, c'est que ta foi change tes actions et tes actions changent tes résultats. L'effet placebo fonctionne sur ce principe. La croyance en la guérison déclenche des processus physiologiques réels. Donc oui, croire en quelque chose peut aider à le réaliser. Pas par magie, par modification de ton comportement. Troisième vérité, l'énergie que tu dégages influence les autres. Quand tu es dans un état positif, confiant, ouvert, les gens autour de toi le sentent. Ils réagissent différemment. Ils sont plus enclins à t'aider, à te faire confiance, à collaborer avec toi. Quand tu es dans un état négatif, fermé, méfiant, tu crées l'inverse. Ce n'est pas mystique. C'est de la communication non verbale, des neurones miroirs, de la contagion émotionnelle. Ton état intérieur influence tes interactions et tes interactions façonnent ta vie. Quatrième vérité, la clarté d'intention augmente les chances de réalisation. Quand tu sais clairement ce que tu veux, ton cerveau se met à le chercher. Tu remarques des opportunités que tu aurais ratées autrement. Tu fais des choix plus alignés. C'est comme quand tu décides d'acheter une certaine voiture et que tu commences à la voir partout. Elle était déjà là, mais ton attention ne la captait pas. La visualisation peut servir à ça, à clarifier ce que tu veux, à l'imprimer dans ton système, pour que ton radar soit réglé sur les bonnes fréquences. Cinquième vérité, il existe peut-être des dimensions que nous ne comprenons pas encore. Je reste prudent ici, parce qu'on entre dans le spéculatif. Mais la physique quantique a révélé que l'univers est bien plus étrange que notre expérience quotidienne ne le suggère. L'observation affecte les particules. Le temps et l'espace ne fonctionnent pas comme on le croyait. La conscience pourrait avoir un rôle que nous ne comprenons pas encore. Je ne dis pas que ça prouve la loi d'attraction. Je dis que la porte n'est pas fermée. Le matérialisme strict, l'idée que seule la matière existe et que la conscience est un sous-produit, est une hypothèse, pas une vérité prouvée. Peut-être qu'il y a effectivement une connexion entre l'esprit et la matière,
que nous commençons à peine à effleurer. Maintenant, les parties qu'on nommait. Les parties inconfortables, les parties qui ne se vendent pas bien. Première omission, l'inconscient. Tes pensées conscientes ne sont que la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a un océan de croyances inconscientes, de programmations anciennes, de traumas non résolus. Tu peux visualiser le succès tant que tu veux. Ah, si ton inconscient croit que tu ne mérites pas le succès, il va saboter tes efforts. C'est pour ça que ça ne marche pas pour beaucoup de gens. Ils travaillent au niveau conscient pendant que l'inconscient tire dans l'autre sens. La vraie transformation demande d'aller dans ses profondeurs. Pas juste de coller des affirmations positives sur des blessures non guéries. Deuxième omission, l'action. La version commerciale suggère parfois que visualiser suffit, que l'univers va t'apporter les choses sur un plateau. C'est absurde, l'action est non négociable. Tu peux visualiser un livre publié, mais si tu ne t'assieds jamais pour écrire, aucun livre n'apparaîtra magiquement. L'intention sans action est une fantaisie. Les traditions anciennes le savaient. Le karma yoga en Inde, par exemple, enseigne l'action désintéressée comme chemin spirituel, pas la passivité en attendant des miracles. Troisième omission, le détachement. Paradoxalement, s'accrocher trop fort à un désir peut l'éloigner. Quand tu es désespéré d'obtenir quelque chose, tu émets une énergie de manque. Et tu agis depuis le manque, ce qui est rarement efficace. Les maîtres spirituels enseignent le détachement. Clarifier l'intention, agir avec engagement, puis lâcher le résultat. C'est l'inverse de la version commerciale qui dit de s'accrocher à la visualisation, de la ressentir obsessionnellement. Cette obsession crée souvent plus de blocages que de manifestations. Quatrième omission, les limites du contrôle. Tu ne contrôles pas tout, loin de là. Tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas l'économie, tu ne contrôles pas les maladies, tu ne contrôles pas les accidents, tu ne contrôles pas les catastrophes naturelles. L'idée que tu crées 100% de ta réalité par tes pensées est non seulement fausse, mais cruelle. Elle blâme les victimes, elle ignore les systèmes d'oppression, elle nie la complexité du réel. Tu as une influence sur ta vie, pas un contrôle total. Reconnaître cette limite n'est pas du défaitisme, c'est de la sagesse. Cinquième omission, le timing. Même quand quelque chose est aligné pour toi, ça ne vient pas forcément quand tu le veux. Les traditions parlent du timing divin, de la patience, de la maturation. Certaines choses demandent du temps, des conditions qui ne sont pas encore réunies, une version de toi qui n'a pas encore émergé. L'impatience est l'ennemi de la manifestation authentique. Troisième indice, comment utiliser ces principes de manière saine et efficace. Première étape, nettoie les fondations. Avant de construire, il faut préparer le terrain. Quelles croyances inconscientes as-tu sur toi-même, sur l'argent, sur l'amour, sur le succès? D'où viennent-elles? De tes parents? De la société? D'expériences douloureuses? Ce travail de nettoyage est essentiel. Sans lui, tu mets des intentions conscientes sur un sol qui les rejette. Thérapie, journaling, méditation, travail sur les traumas. C'est le vrai travail préalable. Deuxième étape, clarifie ce que tu veux vraiment. Pas ce que la société te dit de vouloir. Pas ce que tes parents voulaient pour toi. Ce que toi, tu veux vraiment et va plus profond que les objets. Derrière la voiture, qu'est-ce que tu cherches vraiment? La liberté? Le statut? La sécurité? Souvent, ce qu'on désire vraiment n'est pas l'objet, mais le sentiment que l'objet représente. Et parfois, il y a d'autres chemins vers ce sentiment. Troisième étape, aligne l'intention, l'émotion et l'action. L'intention seule ne suffit pas, l'émotion seule non plus, l'action seule non plus. C'est l'alignement des trois qui crée le mouvement. Sache ce que tu veux, ressens le possible pour toi, puis agis dans cette direction, chaque jour. Pas une visualisation une fois, et puis attendre. Un engagement quotidien. Quatrième étape, cultive le détachement. Oui, tu veux quelque chose. Oui, tu travailles vers ça. Et en même temps, tu acceptes que le résultat ne t'appartient pas. Tu fais ta part, l'univers fait la sienne, le timing fait le sien. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance active. Tu lâches l'obsession du résultat pour te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Tes intentions, tes actions, ton état d'être. Cinquième étape, écoute les retours. La vie te donne constamment des feedbacks.
Si les portes se ferment dans une direction, peut-être que ce n'est pas la bonne direction, ou pas le bon moment, ou pas la bonne méthode. Au lieu de forcer en accusant tes pensées négatives, écoute. Ajuste. Reste flexible. La manifestation n'est pas linéaire, c'est une danse, pas une ligne droite. 6e étape. Fais la paix avec le mystère. Tu ne comprendras jamais tout. Certaines choses arrivent sans explication. D'autres n'arrivent pas malgré tout ce que tu as fait. C'est la vie. Elle garde une part de mystère. Et peut-être que cette part de mystère est exactement ce qui rend la vie vivable. Si tu contrôlais tout, ce serait terriblement ennuyeux. Alors, la loi d'attraction. Vérité ou mensonge, ni l'un ni l'autre, ou plutôt les deux. La version commerciale est un mensonge dangereux. Une simplification qui fait plus de mal que de bien. Un outil de culpabilisation déguisé en espoir. Mais en dessous, il y a des vérités. L'attention façonne l'expérience. Les croyances influencent les comportements. L'énergie que tu dégages affecte tes relations. La clarté d'intention augmente les chances de réalisation. Ces vérités ne sont pas magiques. Elles sont psychologiques, neurologiques, sociales. Et peut-être, il y a aussi quelque chose de plus. Une dimension que nous ne comprenons pas encore. Une connexion entre la conscience et la matière que la science effleure à peine. Mais même sans cette dimension mystérieuse, les principes de base fonctionnent, pas comme on te les a vendus. Autrement. Ils fonctionnent quand tu fais le travail intérieur profond. Ils fonctionnent quand tu passes à l'action. Ils fonctionnent quand tu cultives le détachement. Ils fonctionnent quand tu acceptes les limites de ton contrôle. Ils fonctionnent quand tu écoutes autant que tu projettes. C'est moins glamour que la promesse d'un secret qui change ta vie en visualisant. Mais c'est réel. Et le réel, même imparfait, vaut mieux que le fantasme. Dans la prochaine enquête, on explorera quelque chose qui touche à la racine même de notre souffrance. L'origine de ta peur la plus profonde. D'où vient-elle vraiment? Et comment la rencontrer autrement? Si cette enquête a changé quelque chose dans ta façon de voir ce sujet, un pouce bleu aide ces réflexions à atteindre ceux qui en ont besoin. Et si tu veux poursuivre l'exploration, le journal de l'enquêteur intérieur t'attend dans la description. Un espace pour creuser tes propres croyances, tes propres intentions, tes propres profondeurs. On se retrouve dans le silence,